Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue dentro bene sai. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai. Donc l'entretien que nous allons avoir maintenant va porter sur l'importance du lien et celui de l'environnement contenant et matriciel pour l'enfant. Je vais regagner le public et je t'écoute. Merci Lisa. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Oui, j'aimerais revenir encore sur l'importance du lien, dans la continuité relationnelle, dans la continuité d'une connexion affective avec l'enfant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout près de nous, la science a en somme en quelque sorte considéré le nourrisson comme un tube digestif. On peut avoir peine à le croire parce que on avait donc oublié ce que les chimpanzés savent faire, c'est-à-dire chérir leurs petits et les tenir auprès d'eux, sur leur dos, contre leur ventre. Bien, et là j'aimerais... alors c'est à ce moment-là, après la Deuxième Guerre, que les choses vont énormément changer et s'accélérer en direction d'une meilleure connaissance de l'enfant, du nourrisson et même du fœtus. Et la première personne dont j'aimerais vous parler est un psychanalyste américain d'origine hongroise qui s'appelle René Spitz, né en 1886 en fait, et qui est mort en 1974. Après la guerre, il y avait énormément d'orphelins dans des hospices. Ils étaient en si grand nombre qu'on avait très peu de personnel. Et René Spitz a fait une étude sur ces orphelins et mis en évidence, vraiment scientifiquement d'une certaine manière, que des bébés qui sont nourris, habillés, vêtus, qui sont au chaud, mais qui ne bénéficient pas d'une continuité du lien avec un personnel soignant, quelqu'un qui s'occupe d'eux de façon régulière, que ces bébés dépérissaient. En fait, ils pouvaient même mourir, il a appelé ça l'hospitalie. Donc le bébé, quoique très bien soigné, mourrait faute de continuité de lien, de connexion du cœur avec quelqu'un qu'il peut reconnaître et qui vient régulièrement le voir et le prendre et lui parler, et le toucher, et refléter ce qui se passe pour lui. Il me semble que plus récemment, il y a eu aussi des observations qui ont été faites avec des vidéos sur des mères qui allaitent leur bébé. Tout à fait, ça s'est fait récemment, et même à Lausanne, là où je vis, que là on a commencé à filmer des mères qui allaitent ou des mères qui donnent le biberon à leur enfant. Et ces vidéos ont permis de détecter des dysfonctions très subtiles en fait du lien qui se passe beaucoup dans le regard entre le nourrisson et sa mère, et que la moindre déconnexion du regard quand ils sont ensemble peut signaler une dysfonction grave, voire une anomalie du développement de l'enfant. Et donc, ça n'est qu'en ralentissant le film qu'on se rend compte
en fait, de la façon dont le lien se déconnecte, qu'il cesse de circuler, en somme, de regard à regard et de cœur à cœur. Alors peut-être qu'on en avait déjà parlé au début de ça, je ne sais plus, au début de ces entretiens, mais c'est, en dialogue intérieur, précisément, on va ralentir à travers la facilitation, on va ralentir ces questions de connexion, de subpersonnalité, qu'est-ce qui se passe réellement dans la psyché, qui est relié, qui ne l'est pas. Et donc en fait, ces deux formes d'expérience nous montrent aussi que il y a une réciprocité dans la question du lien. C'est autant le nourrisson qui va créer la mère, en fait, dans l'élan de son regard et de ses demandes, que la mère qui va soutenir le développement du nourrisson en le regardant, en interagissant avec lui. Et c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de travailler sur ce lien entre un enfant blessé qu'on facilite et le moi prenant conscience, où l'enfant prend l'initiative, en fait, de la connexion, et où le moi prenant conscience répond. Parce que le nourrisson prend l'initiative de la connexion à peine né, hein, dans les premières minutes. Voilà. Et donc, on voit que la science elle-même a commencé à corroborer, tout simplement, toutes ces choses qu'on peut développer en dialogue intérieur. Donc, en effet, tu nous parles souvent d'instrumenter le lien. Oui, alors instrumenter le lien, c'est un terme un peu chirurgical, mais cela montre bien que ce sont des gestes assez précis. Quand on a avec un nourrisson qui ne parle pas encore et qui, au fond, a peu de moyens d'action, presque aucun, à part regarder, rire, pleurer, peut-être tendre les bras aussi tout au début, qu'est-ce qu'on fait? On le touche, c'est le premier instrument, on le regarde, un deuxième instrument, on lui sourit, on l'écoute, et puis dans cette écoute, puisqu'il ne parle pas encore le français ou autre chose, on reflète, on imagine ce qu'il est en train de communiquer et on le verbalise, on lui fait un reflet en mots comme on l'a fait dans le triptyque. Et puis encore, on lui parle évidemment, même s'il ne comprend pas, pense-t-on, les mots, on est étonné de voir que les nourrissons, et même les enfants, les bébés in utero, comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Et qu'ils captent les choses d'une manière étonnante, en dehors de tout, on va dire, de tout ce qu'on peut imaginer de rationnel. Et là, je veux juste dire un mot à propos de ces petits. C'est qu'une dernière chose aussi que je commence à développer, en parallèle avec le triptyque, en fait, c'est qu'on peut faire aussi des triptyques préventifs. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est que le miroir des peines qui change. Parce qu'on va élaborer des peines possibles, ou peut-être même parfois les peines les plus grandes, les difficultés les plus grandes qui peuvent advenir. Et je me suis dit que c'est vraiment dommage qu'on n'utilise pas cette façon dont le nourrisson capte l'information pour parler à l'enfant in utero et lui expliquer sa naissance à venir. Parce que je suis persuadée que l'enfant, il est là dans un milieu océanique, paradisiaque si tout va bien, et le déclenchement de la naissance va être, je ne sais pas, à mon sens, un choc terrible pour un enfant, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne l'a informé de ce qui va advenir. Et tout d'un coup, les contractions se déclenchent parce que la matrice devient trop petite, l'enfant va être comprimé, il va arriver à serrer dans un tout petit tuyau pour sortir, il n'a aucune espèce d'instruction, il sait peut-être, sa mère ne se sent pas très bien, sa mère a peur aussi, voilà, on ne lui explique pas l'accouchement en tant que tel, on ne lui explique pas que pour sortir, s'il se sent bloqué, qu'il va baisser la tête pour passer à travers
le canal. Et à ce moment-là, on pourrait faire, la mère pourrait faire, ou en accompagnant, on pourrait faire un triptyque préventif, mais plutôt la mère, et expliquer en détail à l'enfant ce qui va lui arriver. Et aussi dans quel monde il va déboucher à la sortie du ventre. En autre règne, on passe d'un règne aquatique à un règne terrestre. Et on peut même imaginer que l'air qui entre dans les poumons, que c'est douloureux. Souvent c'est très bruyant, les bruits deviennent extrêmement forts, la température change. Autrefois, c'était la claque sur le derrière, on est posé dans des habits rêches sur une balance femme. C'était un peu comme ça. Aujourd'hui, on a fait des progrès. Et donc, on peut vraiment faire un travail extraordinaire avec les mères en leur apprenant à parler à leur enfant à l'intérieur du ventre et en les invitant à lui expliquer tout ce qui concerne la naissance. Voilà pour une partie de ce que j'avais envie de vous dire. Et je crois que je vais continuer dans une deuxième séquence maintenant. Alors, j'aimerais aussi vous dire un mot à propos d'un autre psychiatre, d'un psychiatre et pédopsychiatre, Donald Winnicott, qui est un Anglais, qui est né en 1896 et qui est mort en 1971. Il est donc pratiquement contemporain de René Spitz. Et parmi les nombreuses choses que Donald Winnicott a développées, il y a en particulier ce qu'il a appelé le holding environment. En français, environnement contenant. Winnicott s'est penché notamment sur la période périnatale et sur le fait que le bébé doit être maintenu dans une matrice agrandie, si on peut dire, que le lien et l'environnement vont former une matrice agrandie autour de l'enfant. Et en effet, on peut dire que l'enfant sera d'abord au sein, très près de la mère, et même tout près selon les cultures. Et ensuite, l'enfant sera sur les genoux, après il sera dans sa petite chaise. Donc la matrice s'agrandit, mais cela reste matriciel. La famille va être la première matrice. Après ça, il y a une autre matrice qui vient un peu plus tard, qui est le groupe social. Et je me suis dit que, en somme, nous les êtres humains, sans en avoir conscience, on s'enveloppe de matrices, mais continuelles, je dirais. Et cela, même lorsqu'on est adulte. Tout devient matrice pour nous. Notre école, notre langue, notre pays, notre appartement, nos objets, nos vêtements, notre savoir, nos amis, notre idéal, nos valeurs. Donc on s'enveloppe, on a besoin de s'envelopper, que cela aille de la case ou de la connaissance, on s'enveloppe de matrices, en fait, dont on ne peut pas se passer. Et on peut comprendre que les personnes qui doivent s'expatrier, s'exiler, elles perdent des matrices sensorielles, elles perdent les sons, les odeurs, le langage, la religion, la couleur, et que c'est source de grande douleur. Et c'est ce qui m'a aussi, cette réflexion m'a encouragé à utiliser ce constat, je dirais, et à m'appuyer sur ce que Winnicott lui-même a dit et développé, surtout pour la période périnatale. Et que c'est aussi cela qui m'a donné l'idée de ces matrices physiques, champ énergétique, matrice transpersonnelle. Et donc les subpersonnalités, tu fais ça avec les subpersonnalités, tu les mets aussi dans une matrice? Alors, non, je ne propose que de mettre l'enfant en matrice. Le petit enfant ou le plus grand enfant, étant entendu qu'il ne passe pas son temps en matrice, l'enfant peut être à côté de nous, on peut le tenir par la main, on peut se promener avec lui, on peut lui parler, l'écouter, lui répondre, comme savent faire les enfants avec des compagnons invisibles. Les autres subpersonnalités,
vont rester des membres de la famille intérieure ou de la tribu qui se placent autour du moi prenant conscience, en fait. J'aimerais dire aussi que par rapport à ces choses qu'on vient d'évoquer, instrumenter le lien, mettre en matrice, mettre en œuvre le triptyque, ce sont des choses du quotidien. C'est nécessaire de parler souvent à l'enfant, de lui dire bonjour quand on se réveille, de le prendre dans son cœur pour la nuit, de l'encourager à jouer, à se tenir tranquille, de lui dire si on doit aller à un entretien d'embauche, de lui dire écoute, tu peux venir avec moi, peut-être que ça se passera mal, mais je reste avec toi. Ou tu peux rester à la maison et m'attendre et rester en sécurité tranquille. De vraiment utiliser son imagination pour lui parler, pour le sécuriser en fait. Et que c'est cette relation quotidienne à l'enfant qui sera déterminante pour, on pourrait dire, pour sa guérison et pour son bonheur. Et pour notre apaisement. Et pour notre apaisement. Alors, Adélaïde, il y a quand même une subpersonnalité très importante dont tu nous as peu parlé, qui est le critique intérieur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Oui, de façon assez étonnante, il n'a eu que peu de place, alors qu'il a tellement de place dans nos vies avant qu'on fasse du dialogue intérieur. Et la raison pour laquelle, peut-être, on en a peu parlé, c'est que chaque fois que le moi prenant conscience prend la responsabilité de chérir l'enfant, d'approuver l'enfant, de sécuriser l'enfant, le critique intérieur se calme aussitôt. Parce que jusqu'à ce qu'il y ait un moi prenant conscience, d'une certaine manière, c'est le critique intérieur qui se sent la responsabilité de l'enfant de l'adapter, de l'avertir de toutes les fautes qu'il pourrait faire, etc., etc. Et donc, ce qui calme réellement le critique intérieur, c'est cette responsabilité que prend le moi prenant conscience envers l'enfant. Et à ce moment-là, le critique, surtout s'il a compris qu'il réagit par angoisse, peut devenir un sage, un discernant, ce qui est sa fonction de base. L'autre aspect, c'est que, naturellement, en cas de danger, le critique va quand même, personnalité de survie, s'emballer, devenir désagréable et jugeant. Et à ce moment-là, il nous sert de tocsin. Le moi qui prend conscience peut se réveiller et se dire, si mon critique parle, c'est que mon enfant intérieur a peur, c'est qu'ils se sont concernés, qu'ils se sont blessés ou qu'ils se sont inaptes à faire face à une situation. Et donc le critique est extrêmement utile, c'est un allié de premier plan à partir du moment où il y a un moi prenant conscience qui peut interagir avec l'enfant et avec le critique lui-même. Et s'il n'y a pas le moi qui prend conscience, il peut devenir terriblement jugeant, décourageant, inhibant. Alors, c'est quand même ça qu'on arrive à apaiser. C'est très important. Tout à fait, parce que c'est un peu bizarre de dire ça maintenant, mais un critique peut devenir un tueur. C'est ça qu'on peut dire. Il peut pousser quelqu'un au désespoir, il peut pousser quelqu'un au suicide en lui enlevant toute valeur. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que derrière ces agressions du critique, il y a un parent fou d'angoisse pour son enfant intérieur, mais qui n'a pas conscience de ce qu'il pourrait faire d'autre que de l'avertir. Puis pour terminer, je crois que j'aimerais dire que oui, le dialogue intérieur nous invite à réellement, il pourrait dire une interaction vivante, reliée, aimante, juste avec toutes nos subpersonnalités. Et c'est un travail qui nous conduit vers la paix, qui conduit chaque subpersonnalité vers la paix, et qui établit cette tranquillité et cette collaboration qui fait de nous une famille intérieure, voilà, une tribu dans l'univers. Et je crois à terme que c'est ça qui peut amener la paix dans le monde. C'est la paix en soi qui créera, je l'espère, la paix
dans le monde.